Alors, pour le panel sur les changements climatiques, j'inviterai nos panélistes, donc Monsieur le sénateur Paul J. Mascotte du Sénat du Canada, Nicolas Giroir, les projets de Nicolas, Marco Lassalle, directeur technique à la PCHQ, et Francis Fortin, président-directeur général de Chamar Stratégie environnementale. Prenez place. Moi, je vais garder ma place. Je suis habitué maintenant. Si ça ne vous dérange pas. Dernier atelier, merci. Merci à tous. Sur les changements climatiques, on a parlé plutôt, au fond, de relève entrepreneuriale. On a parlé de relève au niveau des travailleurs. Mais tout ça est un peu futile si on n'a pas une société assez en santé pour créer, créer notre prospérité, notre économie. Alors, l'environnement est à la base de tout. Et les changements climatiques dont on va parler là sont un résultat de nos choix, hein? De nos choix individuels et collectifs. Alors, et comme industrie, on est certainement interpellé dans nos choix, dans nos options. Alors, c'est important qu'on ait cette occasion-là d'en parler. Merci pour votre présence. Je sais que vous êtes d'horizons différents et mes premières questions vont être à l'attention du sénateur Mascotte, mais je dois ajouter un petit bout d'information parce que vous ne le savez peut-être pas. Mascotte, il a travaillé avec ses collègues du Sénat à un rapport qui a été déposé en novembre dernier concernant la réduction des gaz à effet de serre provenant, au fond, du secteur du bâtiment au Canada. Donc, ouvrage remarquable où on a pris le temps de s'arrêter, vraiment statuer sur quel est l'état de situation dans le secteur du bâtiment au Canada, puis nécessairement, dans quelle mesure on contribue au problème, puis dans quelle mesure on peut participer à la solution. Donc, c'est une chance qu'on a d'avoir le sénateur avec nous pour nous faire un peu état des constats qui ont pu être faits dans ce rapport-là et nous ouvrir peut-être quelques possibilités éventuellement sur les solutions. Alors, je vais vous laisser peut-être nous parler un peu de ce travail-là qui est assez important. Effectivement, comme vous le saviez, c'est qu'au Canada, on s'est engagé, via l'accord de Paris, de réduire notre GES, notre gaz à effet de serre, à un niveau de 30 % du niveau de 2005 par 2030. Ce qui veut dire qu'il faut réduire en moyenne un tiers de toute notre consommation d'énergie. Ici, effectivement, il reste 11 ans. D'abord, c'est une responsabilité énorme, à grand défi. Je dirais même qu'on est un petit peu en retard. Et pas juste que notre gouvernement fait en tel qu'il a mis en place des mesures, incluant la taxe du carbone. On a quand même à ce jour 5 provinces qui contestent le droit du gouvernement fédéral d'imposer une telle taxe au côté constitutionnel. D'abord, on a, assumant que j'assume la Cour suprême va permettre au fédéral de continuer avec son programme de taxe carbone, le défi est énorme. Et pour le côté du bâtiment, si on inclut le GES qui est à cause de la production d'énergie, 17 % de tout notre GES au Canada provient du secteur de bâtiment. C'est gros. Les deux autres plus gros, c'est le transport qui est presque un quart. Et le deuxième groupe, c'est l'exploitation et le transport de pétrole. D'abord, qui veut dire que le bâtiment, c'est quand même pas minime quand on parle de 17 %. D'abord, le défi, c'est qu'il faut réduire par un tiers en moyenne. Et ça ne se fait pas comme ça, parce qu'effectivement, chaque année, on développe peut-être un demi de notre bâtiment est conçu par année. Ce qui veut dire par 2030, 80 % du bâtiment qui existe aujourd'hui va former notre défi de 2030. Ce qui veut dire qu'il faut vraiment concentrer pas seulement sur les nouveaux bâtiments, c'est les bâtiments en place. Et là, ça commence à être compliqué. Si je peux juste faire des mesures qui sont déjà en place, le gouvernement fédéral, en conjointement avec la province, travaille sur le nouveau code de bâtiment. Ici, 1 an, pour les bâtiments unifamiliales, le nouveau code devrait sortir, en assumant la coopération totale des provinces. Mais aussi, jamais vu, le gouvernement travaille avec les provinces sur le sujet d'un code de bâtiment pour les buildings existants. Notamment, donner le constat qu'ils sont moins efficaces que les nouveaux bâtiments. Il va proposer des amendements, des rénovations qui sont proposées pour atteindre un certain cible. La question qui se pose,
on fait quoi avec ça? Il y a quand même une discussion qui se pose. On peut-tu forcer les propriétaires des bâtiments de faire ces rénovations, de s'engager? C'est difficile, tu sais. En d'autres mots, je pense que les fonctionnaires regardent ça, mais je pense que ça va être très difficile de forcer les gens à faire une rénovation. Plutôt, il faut peut-être viser des incitations pour y arriver. Une autre chose que le gouvernement fédéral va faire, je crois qu'il va être fait, c'est qu'on va coter tous les bâtiments existants. D'abord, si tu achètes une résidence dans 5 ans, tu vas savoir l'efficacité de cette maison-là. Qui veut dire, je pense, indirectement, c'est une incitation de nous tous de prendre nos bâtiments existants, de les faire plus efficaces pour demeurer compétitifs et pour les faire plus attrayants au point de l'achat. Je pense des mesures de prise, mais on a vraiment un défi énorme. Et la conséquence, on attend beaucoup de raisons pour qu'on ne peut pas s'y rendre, mais les conséquences de ne pas atteindre notre cible, moi, je dirais que c'est très, très grave. C'est le défi le plus important de notre génération. Et même si on préfère de ne pas s'embarquer, le changement climatique, c'est vrai. Et les preuves scientifiques sont très, très claires et c'est majeur. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas quelque chose qu'on peut s'en passer. L'engagement de nous tous, c'est très, très important et c'est très vrai. Merci pour ça. Puis disons qu'on voit qu'il y a une perspective nationale sur le dossier, c'est important. Puis j'aimerais peut-être aller avec Nicolas, parce qu'au fond, tu es un entrepreneur, puis tu vis dans le quotidien les choix résidentiels, les choix des consommateurs, puis ta propre influence peut-être sur leurs choix pour les aider à faire justement des meilleures décisions. Peut-être nous parler un peu de cette expérience-là. Bien, merci, mais définitivement, le fait que je sois en réno résidentiel ici dans un milieu urbain qui est la ville de Montréal ou l'île de Montréal, bien, déjà, le premier constat, c'est que selon la SCHL, on a quand même 340 000 maisons rénovées chaque année. Fait que ce n'est pas juste un ou deux projets qui peuvent avoir un peu d'impact, c'est majeur. Alors, imaginons les matériaux, le transport, comme vous parliez, mais également les déchets qui sont issus du milieu de la rénovation puis de la construction. Puis selon une autre étude de la Ville de Montréal, portrait 2012, on parle de 140 000 tonnes annuellement. Puis je me suis amusé à calculer 140 000 tonnes, mettons qu'on met ça dans un gros conteneur 40 verges cubes. Puis lorsqu'il est plein, je le laisse là. J'en prends un deuxième, il est plein, je le laisse là. J'en rajoute un, j'en rajoute un. Mais à chaque année, on parle de 100 kilomètres de conteneurs bout à bout correspondant à notre industrie. Fait que mon objectif à moi d'entrepreneur, c'est d'éduquer mon client, faire en sorte qu'on le fasse une fois, puis que ce soit pour longtemps. Ça s'appelle du développement durable. Je pense qu'on vient de dire deux choses déjà. Il y a un immense potentiel et en même temps, il y a beaucoup d'opportunités ratées. Je vais dire ça comme ça. Il y a beaucoup d'occasions où on aurait pu faire mieux dans chacun des projets individuels, puis on ne l'a pas fait. Puis la conséquence est quand même significative. Toute cette accumulation-là de containers, ça frappe l'imaginaire. Donc, on a beaucoup de travail à faire. Puis il faudra revenir sur la question, justement, de la gestion des déchets. Peut-être, au fond, si tu veux y aller immédiatement, je vais t'entendre, parce que ça, c'est une question que tu as travaillé plus particulièrement. Et c'est un enjeu, au fond, là, c'est un enjeu très important. Oui, on parle beaucoup d'efficacité énergétique parce que ça touche beaucoup plus les poches des gens que la gestion des déchets. Mais l'impact est grand sur le long terme. Donc, dans le choix, dès le départ, du matériau qui va être utilisé dès la conception, la construction, la rénovation ou autre, souvent, là, ce qu'on voit, je vais prendre juste un exemple bien précis, là, mais les nouveaux modules LED qui sont intégrés à la structure du bâtiment dans une cuisine ou dans un salon, qu'on va devoir complètement tout arracher le plafond pour changer cette lumière-là dans 5 ou 10 ans. On ne sait pas exactement sa durée de vie, mais on a pensé au beau, mais pas à toute la génération qu'il va y avoir quand on va avoir à changer. Ce n'est plus une ampoule qu'on change, là. C'est tout le système. Donc, c'est vers là, c'est cette réflexion-là qu'il faut avoir en amont pour générer moins par la suite. Ça, c'est ce genre d'éléments. Mais à vrai ça, c'est tous les achats. Moi, j'irais plus dans l'achat local, dans les matériaux qui sont faits ici. Donc, au niveau gaz à effet de serre, pourquoi acheter des matériaux qui sont faits en Chine, en Europe ou ailleurs, quand on pourrait peut-être valoriser les matériaux d'ici? Puis, en tout cas, peut-être on pourra poursuivre le débat là-dessus aussi. Je
je vais t'entendre Marco. Merci. Marco, directeur technique. Et que j'ai des choses à dire. Parce qu'au fond, tant dans le neuf que la rénovation, plusieurs observations à faire. Bon, ça, c'est évident. De construire des bâtiments qui sont efficaces au niveau énergétique, c'est sûr, ça a un moins grand impact que d'en construire un qui est juste ordinaire. Mais c'est quand même un ajout. On n'a pas amélioré le bilan. Mais quand on ajoute un bâtiment, on ajoute quand même au bilan. On veut minimiser l'impact qu'on va avoir. J'entendais tantôt au niveau des codes. Je pense que beaucoup, là, je suis en train de comprendre le concept des 2 solitudes un peu, de voir que, exemple, on est très en avance. Vous parliez d'un nouveau code dans un an, on parle du code 2020. Or, ici, on est encore au code 2010. Ça, c'est pour les villes qui sont avec le code le plus récent au Québec, parce qu'on a des villes, le code 90, 85, puis règlement municipal qui tu ne déranges pas les vaches, puis il n'y a pas de problème non plus. C'est malheureux, mais on en est là quand même, à ce niveau-là. Deuxième chose, bâtir des bâtiments neufs, bon, ça va bien, les recettes sont connues, ça va assez bien. C'est vrai qu'on pourrait avoir plus des matériaux locaux. Je pense juste, exemple, à la laine de chanvre, qu'on n'est pas capable de rentrer avec notre code restrictif, prescriptif. Bien, c'est fait en Beauce, ça. Il faut l'envoyer aux États-Unis, il faut l'envoyer en Europe, mais pas au Québec. On ne peut pas l'utiliser. Puis également, on parle beaucoup de rénovation. Bien, comme je disais, c'est facile d'appliquer une recette pour un bâtiment neuf. Je contrôle tous mes éléments. Mais le parc immobilier, il faut le réparer. Qu'est-ce qu'il y a là? Les vieux logements avec des fournaises au mazout, ces trucs-là qui font beaucoup de gaz à effet de serre, il va falloir s'en occuper et c'est beaucoup plus compliqué de réparer, d'améliorer un vieux bâtiment qu'un bâtiment que j'ai tout maîtrisé. Un exemple simple de ça, un chef cuisinier qu'il faut qu'il récupère une sauce que brûlée un peu là, sans l'acheter, moi, il m'impressionne beaucoup plus que celui qui l'a réussi du premier coup. C'est plus dur de ramener quelque chose qui est tout croche que quelque chose qui est bien parti. Fait qu'il y a peut-être à ce niveau-là, si on prend juste exemple la règle des architectes, la loi sur les architectes qui devrait être à jour, à un moment donné, elle va sortir, ces bâtiments-là, dans l'habitation, sont généralement pas touchés. Ma mère pourrait faire des devis pour ces bâtiments-là. L'exercice d'un code pour la rénovation, qu'est-ce que ça représente? La question que j'aimerais ça poser, si je peux me permettre, le code bâtiment, les experts vont ici... évidemment, le code bâtiment, c'est une œuvre provinciale fédérale. Le fédéral travaille très, très fort, mais c'est ajouté, chaque province peut décider comment interpréter, aussi appliquer ou non. Mais la question, il y a beaucoup de discussions à Ottawa à ce point-ci, de dire, on fait quoi avec le code de rénovation? Comment on peut inciter le citoyen, le propriétaire? C'est une décision qui est difficile parce qu'il y a du monde qui va dire non, on va une pénalité si tu n'avais pas un certain code. Mais c'est difficile, c'est tough. Moi, je pense qu'il y a une révolution au Canada si on impose un frais. Il faut trouver le moyen d'inciter les gens de faire de la rénovation à leur gré, à leur avantage. Évidemment, le plus élevé la taxe carbone devient, le plus l'incitation devient importante. Mais comment voyez-vous ça? Comment... En effet, on n'est pas pour aller dire aux gens quoi faire dans leur maison. Pardon. Par contre, si je veux rajouter de l'isolation, si je veux faire de l'efficacité énergétique, je rajoute de l'isolation, c'est ça que ça va marcher. D'ailleurs, notre code de construction, c'est ça qui prévoit. Fais juste mettre plus d'isolation, ça va marcher. Je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a peut-être d'autres concepts, là, mais dans une vieille maison, si j'ai déjà un isolant à l'extérieur, qui a peut-être une faible perméabilité, puis je m'en vais rajouter de l'isolant à l'intérieur, sans rentrer trop dans le technique, je peux créer un monstre, dans le fond. Je peux créer de la condensation. Moi, je voulais faire un ouvrage de meilleure qualité, peut-être avoir des règles d'objectifs, peut-être à avoir à ce moment-là, de s'assurer que les interventions qu'on va faire n'auront pas d'incidence sur d'autres. Tu sais, des nouvelles armoires, s'ils sont mal faites, c'est plate, c'est esthétique, puis la porte, elle va mal fermer. Regarde pas cette porte-là, regarde-en un autre. Mais quand on touche au niveau de l'enveloppe, on parle vraiment de durabilité. Déjà, du développement durable, juste de bien le faire la première fois, c'est déjà pas vilain. C'est déjà ça de prix. C'est ça, de s'assurer à ce moment-là la sécurité, la salubrité pour ne pas tout aller enfouir. Parce qu'on l'a dit tantôt, notre bilan, notre industrie au niveau de l'enfouissement des déchets, c'est pas champion. Ou on est plutôt champion parce qu'on en fait beaucoup. Puis également, un point à ne pas oublier, c'est que des fois, je vais aller faire une cuisine. Des fois, je vais aller faire une salle de bain. Des fois, je vais aller faire une terrasse. Des fois, je vais faire un strip complet. Et là, si je fais une mise à nu, là, ça va. On va être en mesure de revoir la mécanique du bâtiment. Mais prenez ma bonne vieille grand-maman maison de 1910.
Elle a toujours respiré de partout. Elle s'est toujours hygrorégulée. Son taux d'humidité, ça allait bien. On l'isole, on y met un gros sac de couchage moins 30, puis pour pas qu'il y ait de pourriture, on y met un gros sac de vidange noir étanche. Mais là, le propriétaire me dit, mais je ne veux pas mettre 15 000 d'échangeur d'air récupérateur de chaleur. Et c'est là que ça devient un non-sens où moi, comme entrepreneur, je dois dire, ben non, je ne veux pas menacer la qualité de la bâtisse. Et c'est vraiment votre défi, Monsieur le sénateur. Qu'est-ce qu'on fait dans nos rénaux partiels? Parce que là, ça devient des fois oui, des fois non, des fois selon. C'est pas évident en réno, là. Mais si je peux me permettre d'ajouter, moi, tant qu'à moi, il y a déjà une solution. Ça passe par l'éducation. On ne peut rien imposer, ça prend de l'éducation. Il y a des indicateurs pour ça. C'est compliqué d'y aller dans l'existant, mais des cotations d'énergétique. On peut modéliser une maison, savoir c'est quoi la valeur énergétique qu'elle va avoir. Personne aujourd'hui oserait aller acheter un véhicule neuf qu'on ne sait pas c'est quoi la consommation théorique qu'il devrait avoir. Hein? On veut tous savoir c'est quoi le 1000 au gallon qu'il va avoir. Quand j'achète une sécheuse, j'ai cette indication-là dessus. Mais quand j'achète une maison, j'ai rien. Tout ce que je sais, c'est que j'ai suivi une recette qui existe déjà, mais quelle est sa performance, je ne le sais pas. Pourquoi on ne l'a pas? C'est-tu compliqué? Bien, ça existe partout au Canada, sauf au Québec, ça existe, une cotation énergétique pour des bâtiments qu'on pourrait avoir. Toutes les maisons neuves, c'est simple à mettre en place. Et puis à ce moment-là, ça existe même pour la réno. Et peut-être que les gens à ce moment-là seraient intéressés également d'avoir une cotation. Et en plus de ça, ça va forcer une certaine innovation parce que si tout le monde a une certaine cotation énergétique, bien, à un moment donné, moi, si je veux me démarquer de mon compétiteur, qu'est-ce que je vais faire? Je vais apporter des améliorations pour l'augmenter et ça ne coûte pas nécessairement plus cher. Si je fais une bonne étude de mon produit, de ce que j'ai de besoin, je suis capable d'augmenter ma performance sans augmenter la facture. Hein? M. Giroir, ça coûte-tu plus cher de faire de la construction durable? Non, ça ne coûte pas plus cher. Et une des notions sympathiques, c'est de comprendre que écologie et économie, c'est la même étymologie grecque. Je ne sais pas si votre grec est un peu rouillé. Éco, oikos, logie, logos, économie, oikos et nomos. Donc, c'est vraiment... Tout le monde sait ça, non? Oui, voilà. Et OK, tout le monde ensemble. oikos, qui veut dire maison, donc la logique de la maison, c'est ça de l'écologie, alors que économie, nomos, c'est la gestion de ma maison. Tout le monde qui travaille avec une perceuse à temps plein sait qu'une drill à 19,95 $, ça coûte plus cher qu'une drill, qu'une perceuse à 200 $, parce que je vais devoir arrêter de travailler, retourner aux grandes surfaces que je vais récupérer, racheter. Donc, acheter à répétition me coûte plus cher. Écohabitation, j'aime bien parce qu'ils vont parler du cycle de vie et du coût annualisé de l'intervention. Une toiture en tôle versus une toiture en bardeau d'asphalte. Donc, de bien le faire une fois durable coûte moins cher. C'est indéniable. Mais question d'éducation des consommateurs, question d'éducation de l'industrie aussi. Puis est-ce qu'on a tous les connaissances pour être des bons porteurs, des bons conseillers? On a peut-être encore un peu de travail à faire pour être, disons, compétents, certifiés dans le domaine, pour être certains d'apporter les bonnes suggestions d'intervention. Hein, il me semble. Bien, on part de là. C'est impossible. Puis, c'est pas sexy de rajouter un panneau R5, R10 à l'extérieur de la maison. Le comptoir va être important puis va être intéressant. Mais l'isolation, en termes de résultats pour monsieur, madame, bof. Oui, mais mon comptoir en quartz, j'y tiens. Puis l'éducation aussi, liée peut-être au cas de rénovation, disons au niveau des déchets, c'est le principe des 3 R, que vous connaissez peut-être ou entendu déjà parler, de favoriser la réduction à la source avant, essayer le réemploi, puis le recyclage ou l'élimination en dernier lieu. Si le cas de rénovation ne permet pas le réemploi sur les chantiers de certains items, puis là, on ne parle pas de payer quelqu'un à 70$ pour enlever des clous sous des 2x4, mais il y a quand même plein de matériaux qui peuvent être réutilisés, qui peuvent être revalorisés sur le chantier ou sur d'autres. Donc, c'est quand même une notion importante à intégrer ça et peut-être le choix de certains matériaux plus durables. Mais qu'est-ce qu'on a à dire sur l'industrie de la réutilisation, du traitement des matières qui sortent d'un chantier?
Qu'est-ce qui arrive ensuite? Je pense que les constats ne sont pas tout à fait positifs. En ce moment, il n'y a pas beaucoup de réemploi de matériaux, là. Il y a de petits organismes qui sont très loin, éloignés du marché de la construction, de l'entrepreneuriat. Donc, c'est très difficile. Puis, il faut y aller peut-être plus dans des items là, clés, un punch, une porte, là, ou un accessoire qui va faire plus de la déco, mais plus de façon plus formelle, intégrée dans un bâtiment. Le réemploi n'est pas là. Ce n'est pas ce qu'on voit là. Les centres de tri? Au niveau du recyclage, par contre, là, le centre de tri, puis là encore là, il y a de l'éducation à faire à l'industrie, de savoir que le conteneur peut s'en aller soit au centre de tri ou à l'élimination pour un prix équivalent, ou des fois le centre de tri va charger moins cher. C'est de choisir votre fournisseur de service. Puis après ça, le centre de tri, bon, trie les matières pêle-mêle que vous leur avez générées, puis ils vont valoriser ça avec différents fournisseurs comme le bois, matériaux spécialisés Louisville va les reprendre, vont créer des panneaux insonorisants, puis vont les réintégrer dans vos chantiers par la suite. Il y a plein de voies comme ça, comme Soleno qui fait vos drains français à partir du plastique que des contenants de lessive que vous mettez dans le bac bleu à la maison. Donc, il y a plein de matériaux qui sont faits de matières recyclées. C'est beau le recyclage, mais il faut aussi acheter ces matériaux-là qui sont faits de matières recyclées. Donc, ça, c'est le nerf de la guerre. Si on n'encourage pas l'achat de matériaux faits de matières recyclées, mais le recyclage, il n'y aura jamais de marché qui va se créer. Donc, on va devoir aller probablement envoyer ces matières-là à l'élimination. Ça reste un marché sain. Oui. Également, un point que je tiens à souligner, c'est que moi, en réno, je suis éco-entrepreneur accrédité. Et systématiquement, lorsqu'un client me dit « Bon, ben Nicolas, garoche ça dans le container », non. On va le mettre dans les médias sociaux avec un ruban mesuré. On prend des photos, puis dans mes médias sociaux, sur notre site web, notre blog, notre client a ceci à donner. On a encore une valeur ajoutée. Et si vous saviez le nombre d'appels qu'on reçoit pour des vieilles portes en bois centenaires, pour des vieux madriers de 3x10, pour une cuisine en mélamine qui va finir dans un chalet, des portes, des armoires, des portes et fenêtres. Et il y a 2 semaines, je donnais une conférence devant 300 architectes et designers, puis je leur disais « Hey, vous aussi, vous avez un rôle à jouer. Mettez dans le devis descriptif que l'entrepreneur devra remettre au propriétaire. Donc, il y a moyen que tous, comme entrepreneurs, mais je veux rester compétitif, mais ça se fait bien. Évidemment, il faut penser à la CNESST. On ne peut pas avoir monsieur, madame, tout le monde qui vient en petite gougoune récupérer de la brique à l'intérieur du chantier. On n'est pas là. Mais il y a plein de trucs qui peuvent être faits avec nos partenaires designers, architectes et vraiment avec le client. Mais tous mes clients, j'en ai pas un qui me dit « Non, non, jette-le quand même ». Évidemment, c'est du gros bon sens. Éduquer. C'est quoi nos bêtes noires, là, je vais les appeler comme ça, les trucs les pires affaires qu'on a de la misère à recycler? Le gyps, le manque de ressources, au fond, pour traiter... Il y a certaines matières, comme le gyps, il y a des entreprises... Là, en ce moment, le marché de la récupération du gyps va très mal. Là, ça va se restructurer prochainement, mais c'est une matière qui est problématique en plus au niveau des sites d'enfouissement. Le ministère de l'Environnement ne veut plus de gyps dans les sites d'enfouissement, ça crée du soufre, puis ça dégage des odeurs. Donc, on veut sortir ça des lieux d'élimination, mais on ne les veut pas dans les centres de tri non plus parce qu'il n'y a pas de marché, il n'y a pas d'entreprises qui se sont structurées pour récupérer le gyps. On fait quoi? Donc, en ce moment, vous faites ce que vous faites. Puis un jour, ça va se structurer. Mais c'est un nouveau marché. La récupération des matériaux de construction n'existait pas il y a 20 ans. Là. Ça reste une industrie qui est très, très, très jeune, très nouvelle. On le voit, là, il y a eu beaucoup d'opportunistes dans ce secteur-là dans les premières années. Ça se structure, ça devient des entreprises que probablement vous voyez aussi, là, les fournisseurs de conteneurs il y a 20 ans et aujourd'hui, ça doit se faire beaucoup mieux. Le service à la clientèle doit être... En tout cas, moi, je le vois, c'est quand même mieux que ce que c'était avant. Je ferais peut-être un retour sur les travaux que vous avez pu faire au Sénat. Est-ce que vous avez perçu une différence, au fond, entre le marché des propriétaires occupants et le marché, tout le domaine locatif? Comme vous l'avez souligné aussi en partant, il faut peut-être y aller sur un angle d'incitation, d'incitatif, pour essayer de toucher ces différents marchés-là différemment. Avez-vous pu aborder ces questions-là? L'observation qu'on a faite, c'est
c'est certain que le promoteur d'un condo, quoi que ce soit, son intérêt est un peu à court terme. Alors, il cherche des équipements qui ne coûtent pas trop cher, même si c'est moins efficace au côté de l'énergie, que fort probable, il exagère un petit peu le coût mensuel de hydro, quoi que ce soit. L'acheteur est très motivé, mais pas le promoteur. Et c'est lui qui fait la grande majorité des décisions énergétiques. D'abord, peut-être, une des solutions, c'est que je pense que ça en vient, c'est qu'on va coter tous les bâtiments, pas juste les neufs, ceux qui sont désagés. D'abord, là, tu apportes un incitatif aux propriétaires existants à s'intéresser à tous ces aspects-là. Et deuxièmement, comme vous le savez, c'est la taxe carbone, c'est un début, mais elle devrait augmenter chaque année. C'est très, très, très important que ça augmente à un niveau assez important, un peu comme l'Europe, où on devient consciencieux de tous les autres aspects. Ça augmente l'efficacité, la rentabilité de l'usager, de débris, etc. Il faut vraiment y arriver. Je sais que personne n'aime beaucoup une augmentation de taxes de carbone, mais effectivement, c'est un revenu que le gouvernement peut, comme qu'il va faire en Ontario, il va redonner directement à la population comme telle. Ceux qui ont les moyens, il va peut-être une augmentation moins importante que ceux qui ont vraiment ne peuvent pas se permettre l'augmentation de taxes, mais c'est clé. Et regarde, au Québec, notre coût d'hydro est tellement bas, comparé au centre mondial, qu'on manque des incitations de s'intéresser à ce sujet-là. Et ce serait important que ça aussi, ça augmente. Je sais que personne n'aime une augmentation de coûts, mais si l'argent nous revient directement et est fait en tel qu'on s'incite à être plus efficace au départ, je pense que la société est très, très, très avantageuse dans ce sens-là. Bien, il y a une certaine logique à ça, sauf que souvent, les logements les moins bien isolés, les moins efficaces, bien, justement, c'est des logements d'habitation. Les contraintes pour pouvoir faire des rénovations, pour les améliorer, n'est pas intéressant pour les propriétaires. Fait que si on augmente les tarifs d'hydro, dans le fond, ça se peut qu'on se trouve à augmenter le fardeau des plus poqués, dans le fond. Tu sais, il y a quand même un débat qui est quand même là, qui dépasse là, la construction. Mais je serais d'accord, mais ça prendrait à ce moment-là quelque chose pour être capable de pouvoir rentabiliser ces travaux-là. Mais si je peux faire un commentaire, comme le vérificateur a sorti la semaine passée sur le budget, avec les taxes en place, il va recoter 2,5 milliards. Le programme du gouvernement fédéral à ce point-ci, c'est prendre cet argent-là, basé sur ton revenu moyen familial, tu vas recevoir au moins l'augmentation du coût et plusieurs familles qui n'ont pas les moyens vont recevoir une augmentation. Alors, si c'est nul, si le gouvernement se sert de l'argent de manière efficace, tu as l'incitation sans vraiment de frais, sauf ceux qui ont les moyens de payer l'augmentation. Mais moi, j'étais dans ma vie ancienne, j'étais souvent propriétaire des buildings locatifs de hauteur. Et moi, je pense qu'on a plus d'incitatifs quand les propriétaires, même locatifs, parce qu'on sait que ce frais-là, le manque d'efficacité, va durer longtemps. Mais le promoteur qui vend le condo s'en fout un petit peu. Là. Tu sais, il est là pour 6 mois, 9 mois, mais c'est le propriétaire qui n'était pas là quand ils ont fait le design du building qui paye le prix, effectivement. Mais les occupants, les locataires qui ont souvent peu de moyens, eux, ils sont pris à payer la facture d'électricité. Donc, l'inefficacité, c'est eux qui la subissent. Ouais. Le propriétaire n'a pas beaucoup d'intervention possible là-dedans, à moins qu'on l'interpelle puis qu'on lui dise, garde, fais le changement, tu vas être supporté par un programme quelconque. Ouais. Vous savez, au Québec, on a connu Réno vert, mais c'est parce qu'il faut faire IMO vert. Il faut faire quelque chose qui est plus large, qui va aller toucher les propriétaires. Et là, eux vont transmettre, par les travaux réalisés, une économie, au fond, aux locataires, qui peut pas, il n'y a pas 36 moyens de l'obtenir. On est aussi dans cette forme d'incitatif. Je sais pas mais le locataire, généralement, s'il est très informé, il va regarder son coût brut d'occuper cet espace, qui inclut le coût de l'énergie. D'abord, c'est à lui à faire son calcul, de s'assurer qu'il y a des vrais chiffres. Et conséquemment, ça va être le promoteur qui va payer le prix parce que son loyer net va être beaucoup moins élevé si le building n'est pas efficace. Mais si on aide à court terme, là, il y a un piège. Et la réglementation de la Régie du logement du Québec, ce qui fait que comme propriétaire immobilier, même si je fais 100 000 $ d'amélioration sur mon bâtiment locatif, je ne peux pas refiler la facture. Oui, j'ai des crédits en impôts à payer, mais ça fait en sorte que ça donne moins le goût de rénover dans ce temps-là si on ne peut pas avoir une hausse qui se démarque avec la plus-value. Nos locataires sont bien protégés et c'est correct, mais il y a peut-être moyen de protéger le propriétaire aussi un peu plus dans l'équation. Mais la régie, c'est un autre problème majeur.
qui fait en tel que notre stock de buildings de location à Québec est beaucoup plus vieux que la moyenne de l'Amérique du Nord. Et il y a un problème majeur. Et ça fait longtemps que c'est en place, mais ça fait en tel que nos bâtiments, à l'exception d'Aurore, ne sont pas très insistants. Sont pas, puis tout le monde est perdant. Puis jamais, comme entrepreneur, je vais réussir à faire une soumission et avoir un projet dans du locatif. À chaque fois, c'est comme « Hey, Nicolas, tu es au moins 25-30 plus cher que l'autre, sans nécessairement aller dans un petit Joe pick-up, là, mais l'autre qui va arriver, puis il lance la peinture sur le mur. Je ne suis pas sûr qu'il a fait la CCQ dont on parlait avant la pause. Et go, 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 il faut que ça roule. » Donc, on n'est pas du tout dans le développement durable. On est dans le prix en bas à droite. C'est ça qui est important. Puis j'ajouterais peut-être, on va parler d'Immo-Vert, que ce soit Renault Climat, Chauffé Vert, il y a quand même plein de programmes au niveau de l'isolation, de l'efficacité énergétique. C'est sûr que que ce soit un locataire ou le propriétaire ou l'entrepreneur, payer des matériaux peut-être un peu plus chers parce qu'ils sont québécois, qui sont faits ici ou qui sont faits de matières recyclées, c'est plus difficile des fois à justifier. Mais d'avoir un programme un peu sur les mêmes bases qui serait sur le choix des matériaux, donc des matériaux plus durables, plus verts, pourrait vraiment être intéressant. Donc là, ça serait la part peut-être plus du gouvernement provincial ou fédéral, mais quand même, ça pourrait être une belle voie là, de favoriser ce nouveau marché-là. Absolument, Francis, parce que dans le crédit d'impôt Renault Vert, il fallait absolument que ce soit un produit certifié Green Guard ou Éco-Logo. Mais qu'est-ce qui empêcherait de rajouter que le produit soit également à moins de 800 km du lieu du domicile ou de l'installation? Et là, on vient énormément de donner un coup de pouce. C'est une subvention. Si vous voulez l'avoir, bien, il y a 3 critères. Il faut que ce soit bien fait, il faut que ce soit local, puis il faut que ce soit durable. Et là, c'est un incitatif et ça fonctionne, Renault Vert. Les gens m'appelaient, on veut notre crédit d'impôt. C'est un très bel incitatif. Plus on va acheter de matériaux faits de matières recyclées, plus les centres de tri vont avoir un revenu autre que la vente de location de conteneurs, vont avoir sur la matière première. Donc, le prix des conteneurs va probablement diminuer parce que les coûts d'opération du centre de tri vont aussi s'opérer par un autre revenu. Donc, mais il faut l'encourager, ce marché-là. Si je peux ajouter quelques commentaires. Ici, 2-3 ans, peut-être 4 ans, il va y avoir un nouveau code de bâtiment pour les buildings existants. Un autre mot, orienté à la rénovation. Et il va y avoir un code de bâtiment qui va dire des directives, c'est quoi la priorité de rénovation. Le gouvernement s'en vient, c'est certain. Les provinces sont très avancées sur ce nouveau code de bâtiment de rénovation. Mais qu'est-ce qui n'est encore pas décidé? On fait quoi avec ça? Comment on va mettre une cote de tous les bâtiments? Ça s'en vient aussi. Mais on fait quoi? Et je pense qu'il y a des gens qui vont dire on va imposer une pénalité, mais je pense que ça ne marchera jamais. Mais l'orientation devrait être l'incitation. D'abord, je vous dis, comme industrie, préparez-vous. Il y a une opportunité majeure ici 2-3 ans de convaincre le gouvernement fédéral de dire, et provincial, de dire on va s'orienter vers, on parle des bâtiments existants, on va s'orienter vers une incitation quelconque, financière, en telle, pour y arriver. Bon, l'opportunité est là. Pour des raisons, cependant, il y a beaucoup de gens, de fonctionnaires, qui ont une opinion négative au point de vue des programmes dans le passé d'incitation. Ils trouvent que ce n'est pas efficace pour l'utilisation des fonds. Il y a un grand nombre de personnes, de propriétaires, à faire des rénovations néanmoins. C'est l'argent gaspillé un peu. Mais préparez-vous et regardez les anciennes études. Arrivez à vos propres arguments d'un programme qui augmente l'emploi, mais qui en même temps satisfait notre besoin d'être plus efficace côté énergie. Il y a beaucoup d'opportunités, mais il faut se préparer. Mais au lieu d'y aller en silo, on peut cibler plusieurs choses, justement, de dire, bien, avec un programme comme ça, on peut lutter contre le travail au noir, donc ce qui fait des revenus également pour les gouvernements. Donc, on peut l'inclure là-dedans. Ça prend une licence, pour le Québec, une licence de régie du bâtiment, par exemple. On peut avoir, il y a une action, là, présentement, là, bien fait ici, qui est une super bonne idée. À ce moment-là, ça pourrait être l'homologation, si je peux dire, qui pourrait être ajoutée. Donc, encore là, des emplois locaux, moins de transport, moins de gaz à effet de serre, ajouter des éco-logos dessus. Des choses toutes faciles à faire, qui ne coûtent rien, qui génèrent de l'économie locale. On peut tout pacter ça, là, me semble. Oui. Un beau clin d'œil, d'ailleurs, au programme bien fait ici, là, initié par nos collègues de l'ACMAT, et on est associés à cette initiative-là. Dire, au fond, au moins, on a la notion de distance. C'est fait au Canada, c'est fait au Québec. On a une proximité d'approvisionnement, c'est très bon. Si on peut croiser cette notion-là avec les choix de matériaux qu'on va inciter les gens à prendre, bien, je pense qu'on a une très belle combinaison.
Maintenant, il faut que l'incitatif soit suffisant pour que ça passe à l'acte. Puis c'est là où on est. Est-ce que peut-être un commentaire additionnel, est-ce que les villes facilitent, au fond, toute la question de la gestion des déchets où il y a encore un peu d'ouvrage à faire avec les villes? En fait, les villes ne le facilitent pas en ce moment. Mais la loi est faite au Québec comme quoi les villes ont une redistribution des redevances que vous payez à l'enfouissement. Donc, chaque tonne qui est enfouie au Québec, il y a une redevance de 22-23 $ qui est payée, qui s'en va au fonds vert, qui retourne aux municipalités en fonction de la performance. Puis depuis 2 ans, cette performance-là, qui n'était calculée que sur la performance des citoyens, donc la poubelle et le bac de recyclage à la maison, ils incluent maintenant tout ce qui est du secteur CRD, construction, rénovation, démolition, puis du secteur des commerces aussi. Donc, les municipalités veulent avoir un peu plus de contrôle sur comment ça se fait sur leur territoire, vont forcer ou vont de plus en plus obliger à la récupération des matériaux de construction, donc vont encadrer de plus en plus les entrepreneurs. Donc, si il n'y a pas de prise en charge volontaire de notre part, de plus en plus, c'est ce qu'on voit là. Donc, par de la réglementation, lors de la délivrance des permis de construction, par exemple, où il y a différentes façons qui vont encadrer de plus en plus ce volet-là. Parce que l'objectif, eux, c'est d'avoir le plus d'argent de retour du gouvernement au niveau des redistributions annuelles. Là. J'espère qu'ils n'arriveront pas avec un 5e inspecteur maintenant, l'inspecteur du conteneur, en plus de l'inspecteur de la RBQ, de la CNESST, de la Ville puis de la CCQ. Un casse-vert. Un autre. Enfin, c'est toujours selon le... C'est à la blague, bien sûr, que je dis ça, mais quelle sera la formule implantée pour nous permettre, comme entreprise, de pouvoir opérer et non pas juste administrer des programmes? Ça, c'est toujours le petit bémol que je me permets, là, parce que ce matin, c'était tellement éloquent. J'imagine rajouter encore là la police du conteneur. L'administration d'un truc comme Rénovert a été jugée assez facile. Donc, on était dans ce qui est à peu près plus simple pour passer un message très direct au consommateur. Tiens, vas-y, procède et tu auras la récompense. Puis c'est un petit formulaire à remplir, puis ça faisait le travail. Alors, peut-être c'est un exemple à suivre et à ramener éventuellement, là, d'ailleurs. Au niveau municipal aussi, est-ce que ça vous touche plus en rénovation au niveau des écocentres qui sont un peu partout? Il y en a 250 au Québec, puis il va en avoir de plus en plus. Souvent, les entrepreneurs n'ont pas accès aux écocentres. Il faut être résident, puis il ne faut pas avoir un camion, il ne faut pas être PTF. Là. Donc, mais ça aussi, ça évolue de plus en plus. Ils veulent élargir l'ouverture aux petites entreprises, aux petits entrepreneurs, avec des limites d'accès annuelles. Ça dépend toujours comment ils peuvent cadrer ça, mais l'idéal, ce serait... on avait l'idée là, dans la région de l'Estrie d'avoir un écocentre industriel pour les entrepreneurs. Mais pourquoi pas? Ça pourrait se faire. Il faudrait vraiment rapidement. On pourrait. On devrait supporter ça au fédéral. Mais c'est vrai, s'il manque de ressources comme ça, de façon si évidente, là, je pense qu'il faut y travailler. C'est une filière de récupération, de traitement qui va manquer parce qu'on n'a rien d'autre à faire. Surtout quand on veut faire un tri à la source sur le chantier, qu'on veut essayer de sauver, essayer de voir, on peut le payer le 850 du conteneur, puis d'en prendre 3 sur le chantier. Wow. Mais si on veut le trier, puis on veut sauver ces sous-là, ben, on a-tu des options ou il faut faire 3 heures de truck avec le trailer pour aller porter cette matière-là? Donc, c'est d'avoir plus d'options. C'est ça qu'il faut qui se mette en branle. Là. OK. Autre observation, parce que là, on va peut-être aller vers des questions. Bien, clairement, l'éducation. L'éducation du client, du citoyen, l'éducation de nos collègues concepteurs, les architectes, les designers, éducation également de notre personnel. Moi, j'ai le privilège de donner des cours à la CSDM pour la formation continue CCQ. Alors, samedi prochain, je vais passer 8 heures avec une gang de menuisiers puis de menuisières. Puis le cours, c'est vraiment développement durable. Puis c'est drôle à chaque fois de voir les yeux, puis c'est comme, ben oui, je préfère ça chez moi. Hey, dans votre profession aussi, pas juste à la maison. Ah non, mon boss. Et voilà. Alors, beaucoup d'éducation. Précise, là. Faire ça... Bien, de bien faire les choses. Il y a un truc qui s'appelle un solin qui permet de faire en sorte que l'eau ne rentre pas dans la maison. Ah, on ne fait pas ça en réno, nous autres. Un solin, c'est trop de trouble. Marco. Et Marco. Qu'est-ce qui se passe?
J'imagine qu'ils travaillent avec le recueil des fiches techniques de la PCHQ pour montrer les solins. Oui. Mais en effet, comme je disais tantôt, juste de le faire bien le premier coup, c'est déjà un début de développement durable. Non, excellent. La question que je pose depuis quelques décennies, c'est le dilemme de l'étalement urbain. D'abord, on en parle, on connaît les mathématiques, on sait que si on demeure très loin de notre travail, on brûle plus de gasoline, on a plus de CO2, on a des égouts, et des coûts municipaux sont beaucoup plus élevés. Bon, on connaît toute la théorie, on est tous contre ça, sauf il y a quand même, il y a un moment très, très fort par les familles comme telles, pas les jeunes professionnels, d'avoir une maison et une cour, élever les enfants, les écoles sont plus proches. On fait quoi avec ça? Parce qu'on en parle continuellement. Et effectivement, indirectement, il y a des incitations que ça continue, qui veut dire, on fait quoi? Et on cherche des solutions. Il faut couper par 10 ans, 1/3 de notre GES. Et n'oublie pas que par 30 ans, on espère que ce soit zéro. Bon, c'est un problème majeur qu'il faut régler. On ne fait pas beaucoup. On en parle. On s'est amélioré un petit peu. Ou que quand on a le train ou le banlieue, on a des moyens de densité plus élevés. Mais quand même, on permet un étalement continuel de maisons, unifamiliales principalement. Pas beaucoup de densité. Et en même temps, moi, j'habite Rosemont, donc ici à Montréal, dans un secteur de travailleurs, et c'est plein, là. Il n'y a pas de taux d'inoccupation. Donc, la Ville de Montréal, je crois que les gens vont dans le 4-5-0 parce qu'ils ne sont pas en mesure d'acheter financièrement nécessairement en milieu urbain. J'imagine que dans toutes les grandes villes, c'est un peu le même principe. Donc, la pénurie de logements fait en sorte qu'il y a un peu d'étalement. Mais je crois que c'est le transport. Puis avec justement une réglementation sur du transport électrique, dans ma tête, on sort peut-être de mon champ d'expertise, mais définitivement que c'est ce qu'on veut. Je veux un pick-up électrique. Mais chaque fois qu'on a fait transport en commun plus efficace, ça a augmenté l'étalement urbain, parce que le monde se dit, je peux vivre plus longtemps parce que je peux rentrer plus vite. On pense qu'on règle des problèmes, mais on encourage le problème en même temps. Il y a un risque, effectivement. Je pense le Québec a quand même pas un mauvais bilan en termes de densification. On a construit beaucoup plus en hauteur. La majorité de ce qui se construit au Québec présentement est à 5 étages et plus. Il y a beaucoup de hauteur. Ça on l'a atteint pas pire. Mais l'abordabilité, ça, on a eu de la misère à le maintenir. Alors, à la fin de l'histoire, qu'est-ce qui se passe? C'est pour une raison d'abordabilité, les gens vont faire un choix différent. Mais donc, on a réussi à faire un pas, là, quand même, dans la bonne direction, la densification de l'occupation du territoire. Mais l'abordabilité nous joue encore trop de tôt. Puis, il y a peut-être des fois qu'on va, je ne sais pas si c'est parce qu'on va vite, mais il y a peut-être des rendez-vous manqués. Tantôt, M. Tremblay parlait là, au niveau de mettre la structure en place pour pouvoir faire un branchement d'un véhicule électrique pour les maisons unifamiliales et duplex. Mais ce n'est pas tant eux autres qui sont problématiques de le faire mettre à l'origine, de brancher tout de suite ou de le brancher plus tard dans ma maison unifamiliale. J'ai peut-être 2 heures d'écart de plus pour l'électricien. C'est plutôt au niveau des condos que c'est plus compliqué de partir de l'unité de condo puis de me rendre jusqu'à une borne. Mais j'ai rien. La partie qui était compliquée, je ne l'ai pas. Et puis là, j'espère qu'il ne faut pas aller jouer dans les unités privatives puis communes puis d'aller retourner chez le notaire juste pour pouvoir passer ce fil-là. On aurait pu dire tout simplement, ça prend une borne partant d'unité de logement. Tout simplement, on est passé à côté complètement. Une belle opportunité manquée. Peut-être avant d'aller aux questions, j'aimerais ça avoir votre dosage entre... Je pense que les moyens et les idées, vous en avez beaucoup. Vous en avez parlé de beaucoup de choses à faire. Mais au niveau de l'urgence d'agir, c'est quoi votre perception de l'urgence d'agir? Puis je pense que quand on est devant un certain sentiment d'urgence d'agir, on va peut-être se tourner vers certains moyens qui peuvent avoir... Bon, sinon, on est plus patient, puis on essaie de construire une société éduquée, puis ça peut être un peu plus long. Fait que c'est quoi votre dosage, au fond, pour l'approche, pour l'urgence? En fait, moi, je vais y aller au niveau plus réglementaire, puis au niveau des déchets de chantier. Si il n'y a pas de prise en charge, puis on laisse ça encore aller puis vers les lieux d'élimination ou autres, c'est le gouvernement qui va encadrer. Donc, par exemple, le GIPS, il y a des enjeux en ce moment. Puis ce qui se passe, c'est que le gouvernement fédéral va probablement mettre, et provincial, un programme de responsabilité élargie des producteurs. Donc, les producteurs de GIPS vont vous charger un peu comme quand vous achetez une télé, un éco-frais. Là, vous allez payer à l'achat pour les programmes de recyclage qui vont être mis en place par les producteurs. Mais ça vous n'aurez plus le choix. Là, il va y avoir un tri à la source sur les chantiers. Vous allez devoir gérer ça, envoyer ça dans des sites particuliers. Donc, vous allez être encadré.
Ça va être la loi qui va arriver, puis ça va probablement être dans les prochaines années, d'ici 2-3 ans. C'est pas mal le prochain produit qui va être encadré, c'est ce gypse-là, mais il va en avoir d'autres. Le bois, on parlait depuis 2-3 ans d'un bannissement de l'élimination du bois. Là, c'est en train de changer, mais encore là, ils sont en train de vraiment essayer d'encadrer parce que l'industrie ne s'est pas pris en main assez vite. L'urgence, c'est ça. C'est s'il n'y a pas de prise en charge à relativement court terme, ça sera l'intervention, évidemment, de l'État. On parle d'efficacité énergétique, mais il ne faut pas oublier non plus la qualité du bâtiment. J'ai une anecdote qui m'a été contée cette semaine. Chalet neuf, qui vient d'être construit, là, 2e hiver. Lecture du radon, 900 becquerels par mètre cube. C'est une maison cancérigène, mais on ne connaît pas encore le radon. On sait que les normes de Santé Canada, c'est pas les normes, les recommandations de Santé Canada, c'est moins de 200 becquerels par mètre cube. Au Québec. Au Québec, qui est à combien? 800. Ah, ben finalement, elle est correcte, la madame. Il est quand même 100 au-dessus. Et Ça va mourir. comment ça se fait qu'on a encore des produits avec des composés organiques volatiles? Comment ça se fait qu'on a encore des produits qui ont de l'urée-formaldéhyde? Pour ceux qui se rappellent, là, c'était la miouf, ça, là. Mais non, c'est moins de concentration, on est correct. On va juste pas se rappeler qu'on va mourir parce qu'on va être rendu plus tard. Mais comment ça se fait que c'est encore permis au Québec d'avoir des COV, d'avoir un taux de radon? Oui, on doit être radon ready, hein, on doit avoir le captant, mais c'est-tu appliqué? Pas encore. Hein? Ben, ça dépend quel cas d'état. Quelle municipalité? C'est à cause de Marco. Donc, beaucoup de travail, que ce soit des matériaux. Dernier commentaire, puis j'inviterai les gens, s'ils voulaient poser des questions aux panélistes, d'y aller, parce que le temps file. Bien, ce que je pense, c'est surtout de prendre... oui, il y a une grande réflexion à faire, mais à un moment donné, là, on parle de c'est quoi, c'est 12 ans avant que les changements soient irréversibles qu'on parle. Donc, c'est embraye, il faut y aller. Là. Fait qu'on peut prendre des solutions qui existent déjà. On a parlé tantôt notamment des cotations énergétiques, d'encourager l'achat local. C'est toutes des choses qui existent, qui est facilement possible de mettre en place. Puis je pense que c'est là-dessus qu'il faut aller pour des solutions à court terme. Bon, moi, il faut les mettre tout de suite en place. D'accord. Juste au point de vue du changement climatique, c'est urgent immédiatement. On est en retard. Le rapport des Nations unies nous dit clairement qu'on est en retard. Le rapport du vérificateur général nous dit qu'on est en retard. C'est fort, fort probable qu'on n'atteindra pas nos objectifs par 2030. Et cependant, on entend des arguments disant que nous, au Canada, on pollue seulement 2 on n'est pas important, on peut continuer, mais on est seulement 1,6 de la population mondiale, qui veut dire qu'on pollue plus que les autres. La Chine satisfait les objectifs. Mais on regarde les États-Unis qui ne font rien, ou les États font beaucoup, les villes font beaucoup, mais pas avec le gouvernement en place. Mais d'abord, on donne les excuses de rien faire, mais c'est majeur. C'est un problème mondial, malheureusement, même s'il faut le faire en groupe. C'est ça le défi, mais c'est majeur. Puis c'est pas renversible. Ça prend des centaines d'années de corriger le peu de CO2 qu'on va mettre à l'intérieur, et ça ne se corrige pas, notre mot, pour longtemps. D'abord, moi, ça me concerne beaucoup. Et ça me désole parce que nos petits-enfants vont vous demander « Vous étiez où, vous, quand le problème était là? Vous avez fait quoi? Vous saviez-vous? » Tu sais, les conséquences pour eux, c'est majeur. Et on est un petit peu endormis. Question? Ça vous va? Je pense que les gens commencent à avoir faim. Est-ce que ça va? Bon, oui? Oui, dans les nouvelles récemment, on parlait de... le Canada ne gère pas bien l'émanation d'effet de serre. On est en arrière. On consomme plus, on génère plus d'effets de gaz à effet de serre qui a été pensé auparavant. On est vraiment mal placé au Canada présentement dans ce domaine-là. Et je pense que ça va prendre une volonté extraordinaire de la part des gouvernements fédéraux, provinciaux, municipaux. On a déjà dépassé le seuil critique d'après certains scientifiques. Okay? J'ai parlé avec des experts en environnement à l'Université de Montréal. On a théoriquement dépassé le seuil critique pour pouvoir arrêter et commencer à reprendre l'arrière qu'on a accumulé jusqu'à date. Ça va prendre une révolution. Okay? Je suis un peu cynique parce que j'écoute ce qui se passe ici. C'est positif ce qui se passe ici, c'est certain. Mais je ne pense pas qu'on a la volonté,
on n'est pas prêt à prendre le risque de diriger la société dans une révolution énergétique. Franchement, là, on est rendu là. Et je veux juste laisser ce message-là parce que on est vraiment rendu là. OK? Je peux-tu faire comment? C'est vrai, vous avez raison d'être cynique. Malheureusement, moi aussi. On n'atteint pas nos objectifs. Je ne pense pas qu'on a augmenté, mais on avait sauvé, peut-être parce qu'on a un ralentissement économique, l'autre au même point, mais on est loin en arrière d'atteindre nos objectifs et il reste 10 ans. D'abord, au point de vue, là, vous pouvez regarder les sondages. Au Québec, presque 86 % des gens sont concernés avec l'environnement. Ils voient que c'est une priorité importante dans leur vie, etc., etc. Mais quand on commence à donner, mais si ça vous coûte 20 $ par mois, le 86 va descendre à 70. Mais si ça coûte 100 $ par mois, on est rendu à 22 %. Qui veut dire, le monde est totalement d'accord. Si ça ne dérange pas, puis ça ne coûte rien, puis c'est quelqu'un d'autre qui paye pour. C'est décourageant parce qu'il faut y arriver. Puis je vous dis, l'affaire la plus simple, c'est la taxe carbone. C'est une taxe qui n'est pas perdue. C'est de l'argent collecté. On peut le remettre comme gouvernement fédéral le repose. Mais il faut que ça coûte quelque chose parce que c'est juste des bons sentiments de dire on va consommer moins, ça ne dure pas longtemps. Mais si les règles du marché fonctionnent très bien, mais il faut que ça coûte plus cher de polluer. Et là, automatiquement, on va trouver des moyens de polluer moins. Et l'argent n'est pas perdu, c'est juste retourner. Pour financer les récompenses. Peut-être une dernière question? Oui, la question est pour Francis Fortin. Dans le fond, est-ce qu'il existe provincialement une liste de toutes les ressources qu'il peut avoir pour faire le recyclage par produit, qui dit les coûts aussi qui sont associés? Parce que c'est difficile là, quand tu... Ouais. Non, en fait, en ce moment, j'ai fait ça en 2009 pour la GMN à l'époque, mais ça n'a pas été mis à jour. Puis mais ça avait été fait par la PCHQ. Mais le marché a tellement évolué en 10 ans que ces outils-là n'existent pas de façon globale. Il y a des initiatives, il y a des sites Internet qui valorisent certains produits, d'autres les recycleurs. Sinon, c'est vraiment... il y a un regroupement des recycleurs de matériaux de construction qui est le 3R MCDQ, donc les recycleurs de matériaux de construction démolition du Québec. Sur ce site-là, vous pouvez retrouver les centres de tri de votre région qui sont accrédités, mais membres de l'association, mais habituellement, ils sont pas mal tous membres. Bon, merci. Je pense que le temps est écoulé, à moins que... Une minute. Bonjour, Gilles Larin. Je suis fondateur et syndic d'une association d'inspection immobilière qui s'appelle Interarchi Québec. Et je vais rajouter un commentaire relativement au radon. Moi, j'ai le privilège de travailler tant aux États-Unis qu'au Canada. Et la pyrite à Montréal, c'est comme le radon quand vous allez dans l'État de New York. La première question qu'on vous demande, c'est quoi le taux de radon? Alors, qu'attendent les gouvernements? On essaye de faire passer ça en Ontario présentement. Qu'attendent les gouvernements pour que chaque vente de propriété immobilière soit assujettie à une inspection de radon? Le radon tue à peu près 4000 personnes par année au Canada, juste derrière la cigarette. Et par contre, vous avez des avertissements partout pour la cigarette, mais pour le radon, il n'y a absolument rien. Les gens ignorent totalement de quoi vous parlez. Nous, on fait du radon, on fait du testing de radon, et on suggère ça aux gens. Les gens nous regardent. C'est quoi ça? Ils ne connaissent pas de radon. Alors, c'est important d'impliquer ça immédiatement. Le feu est pris. Merci. Merci. Alors, merci. Je pense qu'on a un immense chantier sur les bras de rénovation de notre patrimoine. Et l'opportunité, elle est là, puis le temps, il en manque. Fait que merci à tout le monde pour vos commentaires. Merci. Allez, à bientôt.